8 des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO au sommet extraordinaire de Dakar sur la situation politique et sécuritaire dans la région. Le chef de l'État Alassane Ouattara était présent à cette rencontre. Le président Alassane Ouattara qui sera à partir de demain dans la région du Sud Comoé pour communier avec les populations. Déjà, les populations de Tiapoum expriment leurs attentes dans ce 13h. Dans le domaine du transport aérien, Air Côte d'Ivoire atterrit à Mans après 17 ans. Le trajet se fait seulement en 1 heure. Bonjour à tous. Dans ce 13h, nous parlerons de quelques valeurs morales que l'agent public doit avoir dans l'exercice de sa fonction dans l'administration publique. Et notre invité ce dimanche est le professeur Joseph Assi Kodjis, directeur de cabinet adjoint au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Bonjour professeur. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Dans une trentaine de minutes, nous allons échanger avec vous. Mais en attendant, voyons ces images du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier après le sommet extraordinaire de la CEDEAO, sommet qui s'est tenu à Dakar, la capitale sénégalaise. À ce sommet extraordinaire, les chefs d'État ouest-africains ont discuté notamment de questions liées au terrorisme et aux élections présidentielles prévues en octobre dans 3 pays membres. La synthèse avec notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboulay. Le président Alassane Ouattara, présent au sommet extraordinaire de la CEDEAO ce samedi 12 septembre 2015 à Dakar. Sommet à l'invitation du chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour lui, il s'agit de se concerter avec ses pairs sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région. Lui emboîtant le pas, le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo, a d'abord lancé une exhortation en vue d'une solution durable à la crise en Guinée-Bissau. Il a ensuite parlé de la rencontre de Dakar comme une opportunité supplémentaire pour le renforcement de la démocratie dans l'espace CEDEAO. En citant en exemple les résultats des élections acceptés par tous au Nigeria et au Togo, il a souhaité qu'il en soit ainsi pour les élections à venir au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Venu donc prendre part à cette rencontre dans la capitale sénégalaise, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor par son homologue sénégalais Macky Sall. Après les honneurs militaires dus à son rang, le chef de l'État ivoirien a eu un bref entretien au salon d'honneur avec le président du Sénégal avant de prendre avec lui la direction de l'hôtel, lieu par excellence choisi pour la tenue de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. Et s'agissant des conclusions des travaux, la conférence félicite le gouvernement ivoirien pour le dialogue politique avec l'opposition durant toutes les phases du processus électoral. Par conséquent, le sommet engage toutes les parties prenantes à élaborer et à adopter un code de bonne conduite et à le respecter scrupuleusement, y compris le jour du scrutin et dans l'attente des résultats. Dans le domaine du transport aérien, pour aller désormais à Mans, les populations ou opérateurs économiques peuvent faire le déplacement avec Air Côte d'Ivoire. La compagnie déploie ses ailes à Mans. Le trajet se fait seulement en 1 heure au lieu de 7 heures en quart. Depuis 17 ans, les Manois voulaient voir ce rêve se réaliser. Lassine Bakayoko et Noël pour plus de détails. Pour ce vol inaugural de la compagnie nationale, la population est sortie en grand nombre, malgré les 20 km qui séparent l'aéroport du centre-ville de Mans. Le déplacement en valait le prix, vu que Air Côte d'Ivoire envisage de changer positivement le visage de Mans. Quand je regarde la beauté du paysage qui nous entoure, je suis persuadé que la coopération étroite entre vous, Monsieur le ministre du Tourisme, vous, Monsieur le Président du Conseil régional, vous, les agences de voyage, et nous, compagnies aériennes, nous pourrons donner des ailes au développement touristique dans cette région. Pour pouvoir atterrir, il faut un aéroport et vraiment, je vous remercie car c'est un petit bijou. Un petit bijou qui a coûté à la Société d'exploitation et de développement aéronautique, aéronautique et météorologique, Sodexam, la somme de 2,6 milliards.
Le nouvel aéroport a été mis aux normes internationales avec une piste entièrement bitumée, un parc météo équipé, un bloc technique avec une tour de contrôle. Le gouvernement, en créant la compagnie Air Côte d'Ivoire, a voulu marquer son ambition au niveau du transport aérien de faire de la place d'Abidjan le hub de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Ces efforts du gouvernement, les usagers apprécient fortement. Quand nous avons effectué ce vol inaugural, nous avons d'abord des sentiments de joie, des sentiments de fierté d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui 5 destinations nationales. Bouaké, San Pedro Korogo au Guinée et Man, pour 18 capitales africaines desservies. Délocalisé en 2005 au Bénin à cause de la crise que traversait la Côte d'Ivoire, le Centre du riz pour l'Afrique est officiellement de retour dans notre pays depuis 3 mois. Ici, les avantages pour la Côte d'Ivoire d'abriter le siège d'Africa Ouest avec Jean-Jacques Kwameala. Les nombreuses actions menées par le gouvernement ivoirien ont permis l'augmentation de la production de riz. Elle est passée de 550 000 tonnes en 2011 à 1 343 000 tonnes en 2014. Mais il faut 1 900 000 tonnes de riz blanchi pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en riz en 2016. Le retour des experts et chercheurs du Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice à Abidjan, devrait aider à l'atteinte de cet objectif. À travers la recherche, à travers le développement, et à travers la formation. Africa Rice va contribuer à la formation de nos étudiants qui vont travailler dans ce champ de compétences-là. Les structures de recherche telles que le CNRA bénéficient déjà de l'appui d'Africa Rice dans la stratégie de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a offert à Africa Rice un bâtiment à Abidjan pour abriter le nouveau siège en reconnaissance du statut panafricain du centre. Centre dont l'objectif principal est l'autosuffisance en riz des pays africains. Reportage signé Jean-Jacques Kwameala et Grace Kando. C'est demain, lundi 14 septembre, que le président de la République entreprend sa visite d'État de 72 heures dans la région du Sud, Komboé. Pour cette visite historique, donc, tous les fils et filles de la région sont mobilisés. Les populations expriment ici leurs attentes dans ce reportage de Franck Quadio. Chaque matin, presque un rituel. Les chauffeurs de taxi-ville à Aboisseau, capitale du Sud, Komboé, rafistolent leurs engins. C'est que les routes de la cité sont par endroits difficilement praticables et l'épais manteau de poussière à chaque passage de véhicule est bien incommodant. Présentement que je vous parle, j'ai très mal à la tête. La gorge même me fait mal. Bon, nous sommes obligés à travailler dedans comme cela, puisqu'on ne peut pas garer, on ne sait pas comment on va faire pour manger. Le réseau routier, une difficulté qui perdure dans le temps. La voie du pont jusqu'au CAFOP. En réalité, la voie n'est pas bitumée et ça cause beaucoup de désagréments aux élèves qui vont au CAFOP et à la chapelle. Usagers et acteurs du transport bien préoccupés, mais à Aboisseau, plusieurs attentes. La zone, bien que forestière, est confrontée à la cherté de la vie. Je réside à Yamé. Bon, nous venons de fois faire le marché à Aboisseau, mais le marché d'Aboisseau est très cher. Extrêmement cher parce qu'on ne peut rien payer. Tu peux rentrer au marché avec 10 000, tu vas voir que tu n'as rien payé, l'argent finit dans ta main. On s'en paye tomates à Abidjan. Où on prend, c'est cher. 1 kilo là, ils vont dire 600. Tu as vu, on paye transport. Les cartons là, ça fait 30 000. Si on n'a pas placé 200, 300, 500, son là, on n'en sort pas. Coût de la vie, logement, voirie, électrification, autant de problèmes bien connus de la municipalité. Nous avons bénéficié déjà de 3 km 600. Le réseau d'eau également de quelques kilomètres. Et l'électrification. Nous tenons déjà à dire merci au président de la République pour déjà ses premiers gestes. Parce que nous savons qu'il arrive avec de bonnes nouvelles. Quelques acquis et d'autres chantiers encore respirés pour le développement du département d'Aboisseau qui compte à 225 000 habitants selon le recensement de 2010. Une population qui attend beaucoup de la visite du chef de l'État
dans le sud Komoé. Et sur place demain, le chef de l'État va parcourir les départements de Grand Bassam, à Diaké et à Boasso, chef-lieu de région, pour communier avec les populations. Les populations de Tiapoum attendent le développement car à Tiapoum, la route n'existe pas, nous dit Franck Quadio. Un plan d'eau lagunaire au loin, le Ghana voisin, de la végétation luxuriante. L'horizon de Tiapoum, département à l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire, ne semble pas pour autant dégagé. La raison? Pour avoir accès à Tiapoum, c'est un problème. C'est un problème, donc notre premier problème même c'est ça, c'est la route. En plus de la route, on a notre hôpital, en tout cas c'est le nom hôpital, mais il n'y a pas tout ce qu'il faut pour qu'il répond, en tout cas pour dire que c'est un hôpital. Besoin de bitumage de voies principales, mais aussi d'autres préoccupations relevées. Et il faut au moins si c'est deux collèges comme ça, puisque les enfants sont assis, ils sont nombreux dans les classes, mais s'il y a un deuxième collège pour désengorger ces élèves-là, serait un peu mieux aussi. Des inquiétudes que tous ici souhaitent voir résolues avec la prochaine visite du chef de l'État dans le sud Komoé. Dans la ville, des travaux visibles, le premier magistrat de la commune dit s'impliquer. Les attentes sont grandes. C'est le seul département dans le sud Komoé. La route est encore à l'état brut. Alors, ça, c'est un problème pour nous. Alors, si le président peut quand même nous aider à sortir de cette pauvreté, ça nous fera plaisir. Mais il sait qu'il va le faire parce que c'est un monsieur de parole. Plateau technique insuffisant à l'hôpital, insuffisance aussi au niveau du matériel didactique au lycée municipal, mais un département à fort potentiel, la pêche, l'élevage et les cultures de rente, coco, EVA et palmiers à huile, sont de réelles lueurs d'espoir. L'indénié Diablin attend aussi le président de la République. Abengourou, chef-lieu de région, se prépare activement. La ville est entre réunions et travaux d'urgence, nous dit Eugène Atoubé. À Abengourou, chef-lieu de la région de l'indénié Diablin, on en parle dans tous les milieux. La visite du président de la République est de tous les sujets de cette fin de vacances, celui qui alimente la chronique locale. Une visite assurément sur fond d'attente et besoins à combler. Ce que nous attendons de notre président, c'est de construire des infrastructures ici pour nous aider, nous les jeunes. C'est le même problème qui se trouve ailleurs. Il ne sera pas étonné de trouver les rues coupées, mal faites. Nous sommes convaincus de ce que le chef de l'État va nous faire des annonces importantes. Le roi de l'indénié, Sa Majesté Nana Bouakwasi III et sa cour, les élus locaux, les cadres et populations de l'indénié Diablin sont impliqués dans l'organisation. Dans le royaume de l'indénié, la visite d'État du président Alassane Ouattara a une signification toute particulière et son accueil est annoncé comme royal. Il y a le roi qui a convoqué toute la population, d'Abengourou jusqu'à Bétier, tout le monde est au courant. Je suis convaincu que cette visite donnera satisfaction à toutes les populations qui vivent dans cette région. Sur le terrain, les choses se font avec Munici et le préfet de région. Aidé du président du conseil régional de l'indénié Diablin, veille à tout, même aux plus petits détails. Les réunions se multiplient, toutes les composantes de la population sont mises à contribution et les commissions techniques ont reçu leur feuille de route. Objectif, faire de la visite du président de la République dans l'indénié Diablin une fête totale. Nous avons déjà mobilisé les 3/4 des personnes à mobiliser. Le reste, ça va être les derniers ratissages avec des mini-shows dans les quartiers. Aujourd'hui, nous sommes presque prêts et vous allez voir, Abengourou va grouiller du monde parce que c'est une visite qu'il faut rappeler qui a été souhaitée par la population depuis très longtemps. Les pistes, les rues qui sont en train d'être bitumées, les pistes en terre qui sont en train d'être rechargées, tous ces équipements font la satisfaction de la population. Donc, en guise de ce que le président est en train de faire, le sentiment de la population de lui exprimer, en nous réservant un très grand accueil, de lui exprimer notre reconnaissance. Dans la ville d'Abengourou règne une atmosphère de jours de gaieté et de grand soleil. En certains endroits de la cité royale, une ambiance de chantier comme ici au quartier Plateau.
les travaux de réhabilitation de la résidence du président de la République, la résidence du préfet et les locaux de la préfecture. La population espérait voir davantage comme il est de coutume à chaque visite d'État. Pour autant, Abengourou a pris toutes les dispositions pour un accueil à la hauteur de la tradition d'hospitalité dans le royaume de l'Indénié. En politique, l'équipe de campagne des femmes du RHDP, issue de la direction centrale de campagne du candidat du RHDP, a été investie par le directeur national de campagne, Amadou Gon Coulibaly. C'est une équipe de 150 femmes avec à leur tête Kandia Kamara et Amateua, toutes deux directrices nationales adjointes de campagne chargées des femmes. Sidonie Davila pour plus de détails. C'est fait. Les femmes du RHDP viennent de subir le rituel d'investiture. Une cérémonie faite en 2 étapes. Une première qui confirme l'investiture de 2 directrices centrales de campagne chargées des femmes, Kandia Kamisoko Kamara et Amateua, représentées ici par Léopoldine Kofi. Et une deuxième étape d'investiture qui confirme toute la grande équipe de la direction centrale des femmes du RHDP. C'est une équipe composée de plus d'une centaine de femmes qui vient de prendre formellement un engagement. C'est un grand honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Je dirais même une lourde responsabilité que nous apprécions à sa juste valeur. Nous voulons la paix et nous, notre choix, c'est celui qui nous apporte la paix, qui apporte la paix à la Côte d'Ivoire. Et cette personne a déjà fait ses preuves et c'est pour cette raison que nous voulons lui renouveler notre confiance. Le président Henri Konan Bédié a toujours dit que sans les femmes, il n'y a pas de développement. Et je crois que le président Alassane Ouattara l'a bien compris. Quand les femmes ont choisi, c'est que Dieu a choisi. Persuadé du pouvoir des femmes quand elles sont déterminées et engagées, Amadou Gon Coulibaly, directeur national de campagne, a dit être confiant tout en donnant quelques instructions à cette équipe commando. Le président vous fait confiance pour conduire à bon port ce programme. Les dispositions sont prises. N'ayez pas peur. Allez faire campagne partout. N'ayez pas peur. La sécurité sera garantie. Les élections seront apaisées. Tous les Ivoiriens pourront voter. Le pays est en paix et le développement est à l'horizon. Allez porter la bonne nouvelle. D'illustres personnalités de la grande famille du RHDP ont été témoins de cette cérémonie d'investiture des femmes. Ces Amazones déjà prêtes n'attendent que le top départ de la campagne pour mettre à exécution leurs différentes stratégies. Une parmi tant d'autres, l'opération Toile d'araignée. Ça sera l'occasion pour elles de sillonner toutes les régions ivoiriennes à travers les 24 coordinations mises en place pour la conquête des électeurs. En attendant, elles ont décidé de faire la fête. Belle ambiance sur place. Disons que les élections, c'est dans moins de 2 mois. Les transporteurs du RHDP se mobilisent aussi pour la présidentielle. On fait le point avec Abou Sanogo. Au cours de ce meeting d'hommage, les transporteurs et conducteurs routiers du RHDP ont promis tout mettre en œuvre pour assurer au président Alassane Ouattara une reconduction à la tête de l'État. Les réussites sur le terrain économique ont convaincu, mais le choix est guidé également par le désir de paix et de stabilité durable. Henri Konan Bédié plus Alassane Ouattara égale Félix Houphouët-Boigny. Il a formé Alassane Ouattara, il a formé Henri Konan Bédié. Et ce sont ces élèves qui sont aujourd'hui sur le terrain pour dire que la Côte d'Ivoire a une seule direction, c'est ce que Houphouët-Boigny nous a laissé. Un engagement, mais surtout un choix pas du tout étonnant. Les transporteurs ont toujours été derrière Alassane Ouattara. Mieux encore, les transporteurs ont de bonnes raisons de maintenir leur confiance dans le candidat sortant la présidentielle du 25 octobre. Une ligne de crédit de 100 milliards de francs CFA destinée essentiellement au renouvellement du parc automobile va être incessamment mise à disposition. Le chef de l'État a fait de l'Ouest un des axes majeurs du prochain quinquennat. La région regorge de riches gisements miniers et énergétiques qui demandent à être valorisés. Vous avez raison, parce que Alassane est en train de tout transformer au niveau de la Côte d'Ivoire et les transporteurs sont les premiers bénéficiaires de la paix et de la sécurité. Cette caravane de l'Alliance des transporteurs et conducteurs routiers du RHDP était placée sous le haut patronage du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République.
La jeunesse du RHDPL a organisé une assemblée générale à la mairie de Yopougon pour dire non à la rue. Cette rencontre a été mise à profit par les jeunes pour réaffirmer leur volonté de voir une présidentielle dans un climat apaisé. Moussa Koulibaly et Abou Sanogo. Plus de jeunes dans les rues pour troubler l'ordre public, a décidé la jeunesse RHDP. C'était au cours de l'Assemblée générale de la jeunesse de cette alliance. Ces jeunes ont pris l'engagement d'œuvrer pour une stratégie non violente face aux appels de certains jeunes à manifester dans les rues. Un appel est alors lancé à la jeunesse ivoirienne à plus de responsabilités en cette période électorale afin d'éviter au pays les événements de la crise post-électorale de 2010. Donc nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour apprécier sainement la situation qui prévaut et voir quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre à notre niveau à tous ceux qui sont des fauteurs de troubles. Nous aspirons à un développement. On ne peut pas vouloir une chose et puis son contraire. Mais si nous sommes dans le désordre, comment on peut être inséré? Comment on peut travailler? Comment on peut avoir une stabilité? Il faut comprendre nos frères d'en face pour dire que la violence ne résout rien. Seule la paix et la joie puissent permettre que le pays puisse connaître un développement meilleur. Pour répondre à l'appel de Sidi Touré, directeur central de campagne chargé de la jeunesse, cette jeunesse du RHDP devra se distinguer par la mobilisation lors de la cérémonie de mobilisation des équipes de campagne du RHDP. Cette cérémonie va enregistrer la présence des présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ce dimanche 13 septembre. Le ministre de la Culture invite les rois et chefs traditionnels à se mobiliser pour la présidentielle. C'était à l'occasion de la 7e édition du Festival du Zanzan qui a eu lieu du 3 au 5 septembre dernier à la place publique de Bondoukou. Grâce Kando. Moins de 2 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, par ailleurs directeur central de campagne chargé des chefs de village et religieux, a au cours d'une rencontre appelé les garants de la tradition des régions du Kontougo et du Bunkani à renouveler leur confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Ce peuple, je le connais depuis 8 ans et je vois les changements. Je vois les changements au niveau économique, je vois les changements au niveau des infrastructures. Et donc, nous sommes heureux de ce que ce peuple continue ainsi. Et c'est pour cela que, de façon tout à fait exceptionnelle, je me suis autorisé à lancer un appel à la réélection du président de la République. Un message bien perçu par les chefs des régions du Kontougo et du Bunkani. Selon eux, le candidat Alassane Ouattara mérite un second mandat au regard de ses actions de développement. C'est un homme fort et quand il dit, il le fait. Et nous avons vu ce qui se passe depuis son élection jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'il a dit se réalise correctement, sans problème. Et nous sommes fiers de lui. Nous demandons à nos ancêtres de nous aider et qu'il soit élu dans la paix. À partir du moment où le chef de l'État nous rend régulièrement visite, qu'il apporte son soutien aux chefs qui sont souffrants, malades, et que son bilan est largement positif, avec lucidité, nous avions dit, Monsieur le Président, nous sommes avec vous, nous vous soutenons aujourd'hui et demain. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les chefs des régions du Kontougo et du Bunkani de rendre un hommage au président Alassane Ouattara pour avoir donné un statut aux rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Satisfaites des nombreuses actions de développement dans leur région, les populations du Folon ont exprimé leur gratitude au président Alassane Ouattara à l'occasion d'une journée hommage et de reconnaissance qui lui a été dédiée le samedi dernier. Abou Sanogo. Les populations du Folon dans le district du Denguélé rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses œuvres de développement du pays, notamment de leur région. Entre autres, le reprofilage des pistes villageoises, le raccordement de tous les villages au réseau électrique, l'adduction en eau potable, la construction d'écoles maternelles et primaires, ainsi que la construction de centres de santé. En 4 années, c'est une réalisation de plus de 20 ans qui a été faite par l'homme. C'est pour cela que la population de la région de Folo, nous nous sommes dit, nous allons organiser une journée de reconnaissance à son Excellence Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour la région du Folo. Le président de la République a développé notre région. Il a fait reprofiler nos routes. Et il a électrifié même tous les petits villages
de la région. Vraiment, nous sommes contents. Par ailleurs, la population du Folon, tout en témoignant leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État, s'engage à lui renouveler leur confiance. Nous, population du Folon, vous rendons hommage et vous félicitons pour toutes les actions menées à la tête de l'État en vue de la promotion de la paix, de l'unité nationale, de la sécurité des biens et des personnes, du développement économique, social et culturel de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Une journée de reconnaissance aux actions du président Alassane Ouattara qui a vu la participation de toutes les forces vives du Folon. Et dans la même veine, les fils et cadres des villages de Yakassé ont organisé une journée de bénédiction pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont profité pour magnifier les efforts du chef de l'État en matière de développement. Lassine Bakayoko et Thomas Gessambi. Personne n'a voulu se faire compter cette journée qualifiée d'historique par les initiateurs. Même Korotoum, la centaine révolue, a tenu à être présente à cette manifestation en reconnaissance des efforts du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous voulons prier pour que le cœur soit ensemble et pour que l'idée de paix soit éparpillée partout en Côte d'Ivoire. Et par rapport à ce que nous avons vécu, nous ne pouvons pas nous soustraire à une bonne intention qui va dans le sens de mettre les enfants, les filles et les fils de la Côte d'Ivoire ensemble. Grâce à ces actions de développement, Yakassé est sorti de l'enclavement. Le village est un des grands bénéficiaires de la nouvelle autoroute de Grand Bassam. Grande zone de production agricole, notamment de produits vivriers, les populations espèrent améliorer les conditions de commercialisation des récoltes. Pour ce faire, il est plus qu'impérieux de permettre au chef de l'État de poursuivre sa mission. Nous avons organisé cette cérémonie à son honneur et pour le remercier davantage de tout ce que dans les 5 autres années, il puisse en faire mieux pour notre pays, mieux pour notre sous-région qui est Bassam et pourquoi pas pour Yakassé. La cérémonie parrainée par la mutuelle des taxi-compteurs d'Abidjan a vu une forte mobilisation des transporteurs. Et en religion, la communauté catholique de Côte d'Ivoire a célébré les 60 ans d'existence du diocèse de Bouaké. Le diocèse va réorienter sa nouvelle vision sur la paix, la justice et la réconciliation. Reportage Maria Kobi, commentaire Kader Sogodogo. Septembre 1955 à septembre 2015, le diocèse de Bouaké a 60 ans. Pour célébrer ses noces de diamants, un synode a été initié depuis 2010. C'est une démarche diocésaine qui invite toute l'Église à marquer une halte et réfléchir sur son avenir. Thème retenu, l'Église Famille de Dieu à Bouaké, en synode pour une nouvelle évangélisation. Il s'agit de rappeler l'urgence d'une véritable famille de Dieu où s'éteignent les clivages politiques et les divergences de tout genre. Le synode diocésain de Bouaké s'est achevé par une messe qui a eu pour cadre l'ancien stade Archicomble. Le cardinal Peter Turkson, représentant le pape François, invite les fidèles à tirer profit des fruits du synode. À travers ce synode-là, vous avez découvert comment vous devez être famille de Dieu ici dans cet archidiocèse. C'est à nous tous, rassemblés ici dans ce stade, à prier pour vous, pour l'application des fruits de ce synode, de telle façon que l'archidiocèse de Bouaké puisse devenir un ferment effectif dans ce pays et dans ces régions. Nous prions que le bon Dieu vous aide à savoir assumer avec réalisme cette tâche. Comme d'autres personnalités, Henri Konan Bédié, représentant le président de la République, se réjouit de la tenue de cet événement. Nous avons assisté à une très belle fête du diocèse de Bouaké. Je félicite tous les organisateurs. Des processions au nombre desquelles celle des 6 luminaires, symbolisant les 60 ans du diocèse de Bouaké, ont apporté un cachet particulier à la fête. De Bouaké, on part à Lourdes.
où le pardon, l'amour du prochain était au centre des activités. Ils étaient cette année encore de milliers de fidèles chrétiens à prendre part au traditionnel pèlerinage de Lourdes. Cette année, les fidèles ont décidé de consacrer leurs différentes activités au pardon et à l'acceptation de l'autre avec pour thème « Qu'as-tu fait de ton frère ?» nous dit Thérèse Tapé-Yoboué qui revient de Lourdes. C'est toi tout petit, et Dieu te grandit. Jamais un pèlerinage n'a été autant tourné vers l'unité, l'acceptation de l'autre. Cela s'est traduit dans toutes les activités menées par les pèlerins ivoiriens du groupe Jean-Paul Nobou venus des différentes paroisses du pays. Ils ont porté au Seigneur des intentions, des prières de la nation ivoirienne en quête d'une vraie unité, de paix. Et cette année, le thème du pèlerinage, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» en est une illustration parfaite. C'est un très bon thème parce que Jésus, en venant dans ce monde, il vient pour sauver l'homme dans toute sa dimension, que ce soit spirituelle, morale. Alors cette assertion nous donne de pouvoir nous unir, de nous retrouver. La venue du Christ sur la terre est un symbole de l'amour. Donc, qu'as-tu fait de ton frère? C'est un thème qui place au centre, n'est-ce pas, de la vie chrétienne, l'amour. Pour moi, ce thème « Qu'as-tu fait de ton frère » signifie pour moi une totale conversion. La conversion des cœurs, la conversion aussi de tout ce qu'on peut avoir comme rancœur dans nos cœurs. « Qu'as-tu fait de ton frère » est également une invitation de Dieu aux chrétiens à entendre ses pas, à prendre le temps de l'écouter, à quitter les choses superficielles. Ce thème est aussi un témoignage d'amour. L'amour de la Vierge Marie pour ses enfants, elle qui est attentive aux plus petites choses de la vie. Pour les fidèles de l'église Nouvelle-Jérusalem de Soubré, la bonne tenue de la prochaine présidentielle des élections reste une priorité. Une croisade de prière a été organisée à cet effet. Le point avec Mamadou Kwasi. Une croisade de prière à l'église Nouvelle-Jérusalem de Thieriagui, dans le département de Soubré. Les fidèles venus de toute la région de la Nawa sollicitent l'assistance et le concours du Tout-Puissant pour les élections apaisées et aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons prié en ce jour pour la paix en Côte d'Ivoire. Que la volonté soit faite et que les élections, comme on a dit, soient transparentes et que vraiment, voilà, apaisées. Et puis il faut que chacun reconnaisse soit sa victoire ou sa défaite, pour que rien de mal n'arrive et que tout esprit mauvais qui veut détruire notre pays encore dans les élections, que Dieu même détruise ses œuvres. Donc vraiment, nous prions que nous soyons tous en paix. L'évangéliste Bernard Kofi invite également les fidèles à être des ambassadeurs de la paix. Il les exhorte à parcourir toute la région pour apporter la bonne nouvelle, celle de l'amour du prochain, de la culture du pardon et de la tolérance. Une adresse est faite également aux différents candidats de la présidentielle pour des propos courtois au cours de la campagne et accepter les résultats des urnes. Ces prières collectives pour la Côte d'Ivoire vont continuer jusqu'à la fin de toutes les élections. Place au magazine du dimanche et comme annoncé, nous sommes avec le professeur Joseph Assi-Kodis, directeur de cabinet adjoint au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Merci monsieur le directeur d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. La fonction publique a un visage reluisant depuis près d'un an. Apparemment, les lignes bougent depuis l'arrivée du ministre Cissé Bakongo. Qu'en est-il réellement? Un point de la situation à la fonction publique. Bien, nous avons commencé à réformer par les réhabilitations physiques. Donc, il y a un certain nombre de bâtiments qui étaient très vétustes. Nous les avons réhabilités. Nous avons également procédé à l'équipement des services. Et donc, tout ça est fait pour redonner envie de travailler au niveau de la fonction publique. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour expliquer donc, aux populations ivoiriennes ce qui se fait au niveau de notre ministère. Il y a donc des réformes, le service renaît. Vous ne vous êtes pas limité seulement à la réhabilitation physique, la réhabilitation des locaux, mais il y a aussi la réhabilitation des mentalités, la réhabilitation morale. C'est d'ailleurs l'objet de votre présence sur notre plateau. Avant d'échanger avec vous, nous allons d'abord suivre ce reportage de Sita Soro.
12 valeurs et principes, c'est ce qui constitue la charte d'éthique de l'agent public, mise sur pied par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative de Côte d'Ivoire. Une charte qui vise à déterminer les normes de comportement et de conduite qui s'imposent à l'agent dans le cadre de l'exercice de sa mission. Cette décision vient également, selon le ministère, mettre fin à l'état de désordre et améliorer la qualité du service public. Vu que l'administration ivoirienne a très longtemps fait objet de mots tels que le relâchement des valeurs morales et éthiques. Cela matérialisé par la corruption, l'absentéisme, la lourdeur et l'inefficacité des procédures administratives, le gaspillage des ressources publiques et l'enrichissement illicite. Pour pallier ces maux, l'État ivoirien a instauré, entre autres, la probité et l'intégrité. De ce fait, l'agent doit se garder de toute forme de malversation, telle que les détournements, et doit s'abstenir de toute manœuvre visant à s'enrichir illicitement. Il doit également se garder d'utiliser les ressources publiques à des fins personnelles. La corruption étant un véritable problème pour l'administration avec des effets néfastes sur l'économie nationale et l'image du pays, cette nouvelle loi fait de la lutte contre ce phénomène l'une de ses priorités majeures. Elle invite aussi à la loyauté, au dévouement, à la conscience professionnelle, au respect de la légalité et de la hiérarchie, pour ne citer que cela. L'État compte ainsi arriver à la moralisation de la vie publique ivoirienne. Voilà, professeur, nous venons de suivre là le reportage de Sita Soro sur la moralisation de la vie publique en Côte d'Ivoire, moralisation matérialisée par la charte d'éthique de l'agent public. Avant de commencer, qui est l'agent public? L'agent public, c'est toute personne employée par l'administration qui est chargée de prendre, d'exécuter ou de faire exécuter une décision. Comment peut-on moraliser la vie publique alors? La charte que nous avons mise en place donne un certain nombre de règles. Il y a les sensibilisations, il y a la formation également. Ce sont autant de mesures qui nous permettent de moraliser notre administration publique. Cette politique date de quand? Cette charte, ça date de quand? Elle a toujours existé au niveau de la fonction publique, mais c'est véritablement au milieu des années 90 qu'elle est bien apparue donc, au sein donc, des missions du ministère. Et nous l'avons repris maintenant donc, dans le cadre du programme d'émergence de la Côte d'Ivoire. Son objectif de façon concrète, c'est quoi? C'est de rendre l'administration publique beaucoup plus performante. La moralisation de la société concerne uniquement que l'agent public, n'est-ce pas un fait de société? Il y a l'agent public, mais il y a également tous ceux qui sont les usagers de l'administration publique. Il ne faut pas seulement moraliser l'agent public, il faut également moraliser tous ceux qui viennent solliciter un service au niveau de l'administration publique. Mais ce qui nous revient, on se demande plutôt pourquoi une charte, sinon les fonctionnaires sont soumis à des règles qu'on sait déjà. Oui, il y a un certain nombre de règles, mais la charte a cet intérêt-là de synthétiser donc, toutes ces règles-là sur un document bien précis et qui nous donne une idée claire de ce que le fonctionnaire doit faire. Quelles sont ces règles? Nous avons la probité, nous avons la ponctualité, nous avons la lutte contre la corruption, un certain nombre de règles que nous avons énumérées. Il existe au total 12 règles, mais nous allons choisir 3 pour échanger là-dessus. La corruption, pourquoi? La corruption, vous savez, c'est ce que nous attendons tous les jours au niveau de la Côte d'Ivoire. Corruption dans telle administration, corruption dans telle autre administration. Alors nous avons décidé au niveau donc, de la fonction publique de mettre en avant la corruption pour faire en sorte que ce fléau-là qui gangrène notre administration sorte le plus rapidement et rend notre administration beaucoup plus performante. Il y a aussi la neutralité et l'impartialité. Oui, l'agent public doit être neutre. L'agent public doit être là pour travailler pour tout le monde. Il doit être impartial. Il ne doit pas, dans ses décisions, tenir compte de la religion, de la langue ou d'autres paramètres face à l'usager qui est devant lui. Le manque de neutralité peut entraîner des frustrations. Bien sûr, vous savez, l'agent qui vient ou l'usager qui vient solliciter un service et qui se rend compte que dans ce service-là, il n'est pas traité de manière équitable par rapport aux autres, ça entraîne des frustrations avec tout ce que vous avez comme conséquence. Et qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment-là, il faut former tout le monde. Il faut former aussi bien
les agents publics, il faut également former les usagers. Parce que vous savez, au niveau de notre administration, nous sommes confrontés à différentes sortes de problèmes. Nous avons au niveau de la fonction publique, par exemple, mis en place un service d'accueil, mais tous les jours, nous avons des plaintes, aussi bien donc, de notre service d'accueil que d'usagers. Et donc, il faut former tout le monde, il faut sensibiliser tout le monde aux nouvelles règles de fonctionnement de l'administration publique. Mais pourquoi est-ce qu'un agent public doit respecter cette charte? Qu'est-ce que l'agent public gagne? Vous savez, il gagne lui-même en efficacité, il gagne en compétences, il gagne en notoriété. C'est normal qu'une administration fonctionne sur des règles. Et donc ces règles-là, nous allons les traduire dans des chartes. Et dans une charte où nous avons les différents principes qui sont bien énumérés. Et donc chaque fonctionnaire pourra de manière rapide avoir ces règles-là et fonctionner comme il se doit. La charte existe il y a longtemps, vous l'avez dit tout à l'heure, mais pourquoi vous en faites aujourd'hui votre cheval de bataille? Vous savez, on demande que la Côte d'Ivoire parte sur de nouveaux sillons. Nous voulons une Côte d'Ivoire émergente et cette Côte d'Ivoire émergente-là ne peut pas se faire sans la fonction publique. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis au devant cette charte pour faire en sorte que la fonction publique joue un rôle majeur dans le projet d'émergence. Et la charte n'est pas très connue d'ailleurs. Qu'est-ce que le ministère prévoit pour la vulgariser? Le ministère a créé un certain nombre de capsules. Nous sommes en train de tourner une série donc, de films pour sensibiliser les populations, sensibiliser les fonctionnaires, sensibiliser les usagers. Et quel est le message pour le premier film, le numéro 0? Le numéro 0 va porter sur la ponctualité. Vous savez, il y a un décret qui fixe les horaires au niveau de l'administration publique. Et ces horaires-là, il faut les respecter. Et donc, nous allons commencer déjà par ça. Qui sont les acteurs? Les acteurs sont les agents de la fonction publique. Ce sont des fonctionnaires que nous avons recrutés au sein de notre administration, qui jouent eux-mêmes leur propre rôle. Et donc, nous allons voir ce que ça va donner. À quoi s'expose un agent public qui ne respecte pas ces règles? À des sanctions. Donc, les sanctions sont de deux ordres. Nous avons des sanctions de premier degré, qui sont généralement, on a les blâmes, on a également les avertissements ou le déplacement d'office. Et nous avons des sanctions de second degré qui portent donc sur l'exclusion temporaire, qui peuvent aller même jusqu'à la radiation. Pour terminer, qu'est-ce que l'agent public doit retenir après votre passage sur notre plateau? L'agent public doit retenir qu'il est aujourd'hui plus que jamais un élément majeur du projet d'émergence. Et donc, pour réaliser ce projet-là, il doit se tenir aux différentes règles et aux différentes valeurs qu'on doit développer au niveau de notre administration publique. Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes professeur Joseph Assi-Kodjis, directeur de cabinet adjoint au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Avec vous, nous avons parlé de la moralisation de la vie publique. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.